Donc voilà. Euh, donc j'avais envie d'aller vers quelque chose qui me faisait, qui m'intéressait, hein, qui me passionnait, qui me fascinait, c'était l'hypnose, mais sans avoir tout de suite une volonté en fait de travailler avec cet outil-là et de recevoir des gens. Donc je suis pas allée vers l'accompagnement tout de suite. Et c'est seulement quelques années plus tard, donc il y a une vingtaine, un peu plus de 20 ans, que j'ai démarré comme thérapeute. Et là, j'ai utilisé l'hypnose, mais très vite, j'avais le sentiment que pour moi, l'hypnose, c'était un outil, que j'avais pas vraiment de méthodologie thérapeutique. Et ce que j'appelle une méthodologie, c'est vraiment savoir en fait comment on questionne les gens, comment on comprend un problème et comment du coup on a une idée de vers quoi on va accompagner la personne. C'est vraiment ça qui me manquait. Et donc j'ai appris toute la méthodologie systémique euh, à travers une formation de 4 ans en Belgique. Et puis ensuite, je suis revenue à l'hypnose et puis d'autres outils comme le MDR. Et donc, j'intègre en fait les différents outils dans une approche qui est une approche d'accompagnement général, global, où je travaille et avec des personnes qui ont des symptômes précis et qui viennent pour un symptôme bien précis, ou pour des personnes qui ont également une, on va dire, une plainte plus vague, plus existentielle. Et dans tous les cas, ma manière d'accompagner ne va pas s'arrêter à l'accompagnement du symptôme, au traitement du symptôme, parce que voilà, en général, je constate que ça ne suffit pas, sauf quelques cas bien précis, où la personne est tout à fait prête et où le symptôme est plutôt quelque chose de léger où là, on n'a pas besoin peut-être d'aller explorer d'autres choses. Mais moi, dans mon travail, je suis plutôt à vouloir explorer finalement ce qui détermine en fait la difficulté, ce qui est en dessous du symptôme et qu'on voit pas toujours, enfin, qu'on voit souvent pas d'ailleurs. Parfois, les gens sont même pas eux-mêmes conscients en réalité de ce qui conditionne leurs symptômes. Voilà. Donc c'est cette méthodologie-là que je vais vous présenter dans le traitement des phobies, en essayant quand même d'amener quelque chose de concret au fur et à mesure et à la fin, d'avoir clairement un plan de traitement clair par rapport aux phobies. Si vous souhaitez intervenir, écoutez, n'hésitez pas. Maintenant, si c'est sur des points de détail, je propose qu'on fasse ça vraiment à la fin de la présentation, histoire de rester vraiment sur le fil, d'accord? Maintenant, si vraiment quelque chose n'est pas clair, vous pouvez m'interrompre. Alors, on va parler du traitement des phobies et on va inclure les phobies simples et les phobies complexes. Euh, Déjà, une petite idée dans mon travail de ce que je constate dans mon expérience clinique derrière les phobies. Quand on a une phobie simple, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, mais en gros, c'est phobie des araignées, par exemple, c'est phobie d'un truc bien précis, un objet précis. Ben, en général, derrière une phobie simple, quand on n'est pas psychanalyste, on va pas aller creuser forcément pour comprendre parce que en général, il n'y a rien de spécial. Alors évidemment, la psychanalyse pourrait vous donner plein d'explications sur ce que cache une phobie des araignées ou une phobie des oiseaux, mais dans mon travail, moi, c'est pas mon approche. Voilà. C'est intéressant, mais c'est pas comme ça que je travaille parce que ça se traite quand même de manière assez simple et finalement, en fait, c'est très efficace de pouvoir traiter une phobie simple sans forcément aller fouiller en long et en large dans la vie de la personne, si ce n'est pas en tout cas sa demande. Par contre, quand on est dans des phobies complexes, là, comme son nom l'indique, eh bien, c'est plus complexe. Et la phobie complexe, de nouveau de mon constat clinique, c'est que souvent, c'est lié à un trauma. Soit un trauma simple, soit un trauma complexe. Là aussi, je vous expliquerai un peu plus loin ce que ça veut dire. Et ce trauma, soit il est conscient, soit il n'est pas conscient. La personne ne sait pas qu'il y a un trauma derrière. Dans une phobie complexe, on a également toute une série de bénéfices secondaires.
Les bénéfices secondaires, c'est un terme qu'on utilise très très souvent dans le domaine de l'accompagnement, mais malheureusement, je constate que souvent on sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais en fait, la définition d'un bénéfice secondaire, c'est les avantages sociaux qu'une personne tire de sa phobie. On parle bien d'une phobie complexe. Parce que dans une phobie simple, ma peur des araignées, elle pourrait m'amener éventuellement comme avantage que c'est pas moi qui vais devoir sortir l'araignée de la maison quand il y en a une, mais c'est bien plus présent dans les phobies complexes, où là, par exemple, une agoraphobie, une phobie scolaire, eh bien, ça répond à certains besoins qui sont inconscients de la part de la personne et qu'elle cherche à remplir par sa phobie. Et c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Ce sont les avantages que cette personne tire de sa phobie. Attention, ces bénéfices secondaires sont inconscients. Donc moi, j'ai déjà vu, par exemple, dans des formulaires d'anamnèse, bonjour, quels sont les bénéfices secondaires de votre problème? Les gens ne savent pas répondre à ça. D'autant plus, non seulement on ne sait pas répondre à cette question, mais c'est une question qui, si elle arrive au départ, surtout sous cette forme-là, moi je ne pose pas cette question comme ça du tout, mais si elle devait arriver sous cette forme-là ou même une autre forme, ben, elle aurait un effet de culpabilisation sur la personne. Et c'est pas ce qu'on veut, évidemment, parce que nous avons tous des difficultés et toutes nos difficultés. Enfin, et nous avons également plein de bénéfices secondaires dans nos difficultés. Voilà. Malgré tout, les personnes sont guidées par une volonté réelle et sincère d'aller mieux. Donc c'est ça qui compte, c'est qu'ils veulent véritablement s'en sortir et que quand il y a des bénéfices secondaires, ben, c'est pas conscient. Et ce type de bénéfice secondaire, ça peut être par exemple attirer une certaine attention, une certaine compassion de la part de leur entourage. Ça peut être aussi par exemple se déresponsabiliser par rapport à certains aspects de la vie qui font peur. D'accord? Donc ça, ce serait des éventuels bénéfices secondaires qui peuvent se trouver derrière une phobie complexe et c'est intéressant d'essayer de les déterminer à un moment ou l'autre. Ça se fait pas dès le début. Alors, je vous présente cet atelier sous forme d'étapes, voilà, pour essayer d'être le plus clair possible. Maintenant, les étapes, elles ne sont pas rigides. Ces étapes sont importantes pour moi et en même temps, en fait, elles s'entrecroisent parce que vous allez aussi, en fait, pas pouvoir dérouler quelque chose qui soit strict, en fait. C'est la personne qui va, à un moment, amener des choses et vous, vous allez pouvoir réaliser les unes et les autres de ces étapes à des moments différents. Donc, ça ne doit pas suivre absolument ce canevas. Bon, dans cette première étape, que j'appelle l'analyse de la demande, mais votre cadre et votre posture sont des éléments qui sont importants, qui doivent être définis et clairs pour le patient au départ. Ensuite, vous allez clarifier le problème. En fait, les mots avec lesquels la personne arrive en thérapie, ça ne s'appelle pas le problème, ça s'appelle la plainte. Pas avec un aspect péjoratif. Quand on entend le mot plainte, on a l'impression que ça a un aspect négatif et péjoratif. Non. En fait, la plainte, c'est le premier élément avec lequel la personne arrive. Pourquoi est-ce qu'on parle de plainte et pourquoi on ne parle pas de problème? En fait, la plainte, c'est quelque chose de vague et de flou. Je manque de confiance en moi. J'ai j'ai toujours été, j'ai du mal à dire non ou je procrastine tout le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une plainte. Pour arriver sur un problème, eh bien, il faut poser des questions. Parce qu'un problème, ça répond à des conditions de clarté, précision, délimitation. Tant qu'on n'a pas posé ces questions-là, il s'agit d'une plainte. Je fais souvent une analogie. En fait, c'est comme si vous avez un livre, la couverture du livre, c'est la confiance en soi. Vous ne comprenez pas le livre tant que vous n'avez pas lu le contenu du bouquin. Là, le titre du problème n'est pas suffisant pour comprendre le problème. Et donc,
Ça, c'est la première étape de questionnement. C'est ce que j'appelle les questions CQQ, COQP, que normalement tout le monde connaît dans l'accompagnement. Qui, quoi, comment, pourquoi, depuis quand, etc. Donc, toutes ces questions-là, elles vont nous permettre en fait de délimiter le problème et d'arriver de je procrastine tout le temps à quelque chose de bien plus précis dans lequel vous allez pouvoir préciser le problème pour la personne et dire, ben voilà, donc si j'entends bien, vous avez une phobie qui se rattache à telle problématique, hein. Par exemple, vous avez des difficultés à aller à l'école le matin. Comment vous savez que vous avez une phobie? Eh bien, parce que vous avez des douleurs dans le ventre. Vous êtes en difficulté, vous avez des difficultés à vous lever le matin. Vous vous sentez anxieuse. Cette anxiété se traduit par les mains moites, la peur qu'on vous pose des questions. Cette phobie vous empêche de vous lever le matin et environ 3 fois par semaine, vous n'allez pas à l'école à cause de cette difficulté. Cette difficulté a commencé depuis que vous êtes dans cette année scolaire, depuis le début de cette année-ci, et avant cela, la difficulté n'existait pas. Donc ça devient un problème. Le problème, c'est quelque chose de précis. Donc ce questionnement va vous permettre en fait de savoir s'il s'agit d'une phobie simple, s'il s'agit d'une phobie complexe, si éventuellement il y a un trauma qui est clairement identifié par la personne, parce qu'elle va vous dire, c'est depuis que j'ai eu un accident de voiture, c'est depuis que, bon, ben là, le trauma, il est clairement identifié. Ça va vous permettre également, en fait, de savoir s'il s'agit d'autre chose qu'une phobie. Parce qu'il y a des choses qui ressemblent à de la phobie et qui ne sont pas de la phobie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pseudophobies. Les pseudophobies, en fait, ce sont des symptômes psychotiques qui ressemblent à de la phobie, mais ce n'est pas une phobie. Une phobie est un symptôme de la névrose. Si j'ai une personne avec un symptôme qui appartient à la névrose, à ce moment-là, je peux l'accompagner en hypnose. Si par contre la personne présente ce qu'on appelle une pseudophobie, eh bien à ce moment-là, c'est une psychose et l'accompagnement ne peut pas se faire en hypnose. Euh, Vous allez ensuite, au moment de cette analyse de la demande, une fois que vous avez bien cerné le problème, une fois que vous avez déterminé s'il s'agit bien d'une phobie simple ou complexe, ou s'il s'agit d'une pseudophobie, je vous dirai quelques mots à ce sujet hein, pour déterminer s'il s'agit d'une psychose, vous allez déterminer les objectifs. Les objectifs, là aussi, ça doit être quelque chose de précis et moi, j'utilise pas trop la notion d'objectif SMART hein, que beaucoup de gens connaissent. J'utilise une autre manière de faire, de rendre les objectifs précis. C'est ce que j'appelle la visualisation. Alors, ceux qui font de l'hypnose, on peut le faire sous hypnose, mais en fait, je le fais même sans hypnose. Je demande simplement au patient, voilà, imaginez que vous avez ici un écran derrière moi, et quand vous me dites, je ne veux plus avoir mon problème d'agoraphobie, décrivez-moi, vous, sur cet écran. Je veux voir visuellement, vous, qui n'avez plus ce problème d'agoraphobie. À quoi ça se voit? Comment vous vous tenez? Comment ça se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites? À quelle heure? Vous vous levez du lit, donc, le matin, par exemple. Vous vous rendez tranquillement à l'école. Dans la cour de récréation, vous échangez avec les gens et vous êtes calme, sereine, apaisée. Ça, c'est un objectif précis. Arrêter une phobie, ce n'est pas suffisamment précis. Et si ce n'est pas suffisamment précis, le problème, c'est qu'en fait, vous ne verrez pas, et la personne elle-même ne verra pas qu'elle se rapproche de son objectif. Or, le fait de se rapprocher d'un objectif,
est une motivation pour pouvoir continuer à évoluer vers son objectif. Donc, nous avons besoin vraiment d'évaluer de manière précise le problème, le temps qu'il dure. Insomnie, par exemple. Insomnie n'est pas un problème précis, c'est une plainte. Insomnie, quand il y a plainte d'insomnie, je demande à quelle heure, combien de fois par semaine. Est-ce que c'est au moment où vous vous couchez? Est-ce que c'est le matin que vous vous réveillez plus tôt? Quelles sont les répercussions sur votre vie? Est-ce que ça se présente tous les jours, même quand vous êtes en vacances, même quand vous... Enfin voilà. Bref, arriver à un problème précis et à une détermination d'objectifs précise. Et ensuite, faire formuler une demande. Faire formuler une demande, eh bien, c'est une étape on oublie tout le temps dans l'accompagnement. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est pas parce que la personne me dit qu'elle a un problème et me demande, enfin, et pas me demande, mais fixe des objectifs, qu'en fait, elle m'a fait une demande. Elle a juste fixé ses objectifs. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne me le demande pas. Et en me disant ce qu'elle attend de moi, c'est-à-dire en formulant une demande, eh bien, j'ai bien moins de risques de me tromper sur la direction dans laquelle on va aller. Formuler une demande, ça me permet à moi aussi de savoir si c'est OK pour moi, ce qu'elle me demande. Si par exemple la personne me demande simplement de l'écouter et d'être présente parce que elle a besoin d'être écoutée, bah là, en fonction de mon cadre, ça va être OK ou ça va pas être OK. Mais au moins, les choses sont claires. Au moins, cette personne va me parler de ses difficultés et elle n'attend pas de moi un changement. Si elle attend ce changement, ça doit être formulé au moment de la demande. Et quel sera mon rôle à moi et quel sera votre rôle à vous en tant que patient? Donc c'est vraiment une définition claire comme dans une équipe, puisqu'on est une équipe, on n'a pas uniquement un objectif commun, on a également à clarifier les fonctions de chaque membre de l'équipe. Cette première analyse de la demande me permet également de formuler une première hypothèse thérapeutique. Première hypothèse thérapeutique, ben, ce serait de dire, voilà, donc vous souffrez d'une phobie, une phobie complexe. Vous avez compris que cette phobie a commencé au début de cette année scolaire-ci, qu'elle n'était pas présente auparavant. Euh, Vous avez un objectif de vous sentir plus sereine, plus calme quand vous êtes à l'école. Et vous avez également repéré que cette phobie, que cette difficulté à vous rendre à l'école, elle est surtout liée à une difficulté de confiance par rapport à vous. Vous avez l'impression que vous allez être jugé et que vos enseignants, en fait, passent du temps à vous évaluer, à vous juger, et c'est ça qui est difficile pour vous. Donc ça, c'est fourni. Tout ça est fourni par les questions que j'ai posées au départ, ce qui me permet de formuler une première hypothèse thérapeutique, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'après, je vais devoir comprendre la problématique. Comprendre la problématique, pas uniquement, OK, vos enseignants et le fait que vous avez l'impression qu'ils vous jugent, c'est difficile pour vous. OK, c'est une première hypothèse. Mais qu'est-ce qui fait que pour cette personne-là, se trouver en classe avec des personnes dont elle a l'impression qu'ils la jugent, cette personne-là se sent jugée. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là ne supporte pas cette impression de jugement? Sur quoi porte ce jugement? Eh bien, tout ça, en fait, va être fourni par une analyse de la problématique. Donc, les questions de départ, CQQ, c'est occupé, en fait, vous permettent de savoir si on est dans une phobie de style morcellement. C'est quoi une phobie? Une pseudophobie, hein, donc ici, c'est une pseudophobie, pardon. C'est pas une phobie, c'est une pseudophobie ou angoisse de morcellement. Mais là, ça va être, par exemple, dans les réponses de pourquoi ça fait peur, eh ben, ça va être des thèmes liés à l'éclatement du corps ou de l'esprit. Si la personne vous dit des choses comme
J'ai peur des insectes. Et en réalité, quand vous l'interrogez sur sa peur des insectes, vous entendez des choses comme j'ai l'impression que je pourrais me faire dévorer le cerveau, par exemple. Eh bien, ça vous met sur la piste d'une angoisse de morcellement et donc, en fait, d'une psychose. Un autre exemple, c'est un jeune garçon qui venait me voir parce qu'il avait une phobie avec des personnes qui ont un handicap. Et en questionnant sa phobie, en fait, j'ai compris que les personnes avec un handicap le renvoyaient à son impression profonde que son propre corps était disloqué. Ça le renvoyait à sa propre angoisse de morcellement, et ça nous indique une psychose. Une phobie simple ou une phobie complexe, ben, je vous ai dit, une phobie simple, c'est par exemple une phobie des araignées. Une phobie complexe, c'est un objet plus vaste et souvent en lien avec un trauma. On va questionner si le trauma est présent. On va passer à des questions à ce moment-là sur tout ce qui est relationnel. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le questionnement systémique. Le questionnement systémique, je vous ai dit, par exemple, dans le cas d'une phobie, agoraphobie, par exemple, ou phobie scolaire, eh bien, on est dans une phobie complexe. Donc, en fait, il y a des liens avec la manière dont la personne s'est construite, c'est ce qu'on appelle ses schémas, et les relations qu'elle entretient actuellement dans sa famille. Et là, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, les boucles de rétroaction, c'est-à-dire que, par exemple, la jeune fille qui ne va pas à l'école a comme bénéfice de pouvoir, par exemple, avoir attiré plus de compassion, plus d'attention de la part de ses parents. Donc ça, c'est tout ce qui est question systémique qui nous permet de travailler ça. On va demander également à la personne si elle est OK de revivre le trauma. Et puis, on va lui proposer un cadre de suivi par hypnose, par EMDR. Et si vous utilisez également d'autres modèles comme l'IFS ou la systémique, eh bien, avec tous les modèles que vous pouvez utiliser, le modèle IFS étant très adapté à tout ce qui est phobie complexe et donc trauma. Alors, le questionnement systémique en quelques mots, eh bien, c'est l'idée que si on a une problématique complexe, eh bien, elle est liée à des schémas, c'est-à-dire en fait à des modèles, une espèce de configuration, manière dont je perçois le monde et dont je me perçois moi-même, à la fois au niveau des émotions, les peurs, les tristesses, les blessures, à la fois au niveau des cognitions, ce qu'on appelle les cognitions, donc c'est les croyances. Je ne me considère pas comme une personne suffisamment méritante pour demander ce dont j'ai besoin, par exemple. Et ça va se répercuter également sur les comportements, sur la relation aux autres, sur à peu près tout, nos schémas. Si j'ai une difficulté complexe, c'est qu'à la fois il y a un schéma, mais à la fois que cette difficulté, elle est entretenue par les systèmes actuels, c'est-à-dire au niveau des bénéfices secondaires dont je vous ai déjà parlé, mais ça peut être aussi la fonction du symptôme dans le système auquel j'appartiens. Et ça, ben, c'est basé sur une notion qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Tout système cherche à garder un niveau d'équilibre suffisant. Donc, si dans une famille, par exemple, il y a une menace de déséquilibre par une séparation, un divorce, enfin voilà, des choses qui risquent de déséquilibrer le système familial, eh bien, il arrive que l'un des membres de la famille développe un symptôme, une phobie par exemple, pour contrecarrer les risques d'éclatement familial. Grâce à son symptôme, autrement dit, il va permettre que la famille n'explose pas, que les parents ne se séparent pas, par exemple, parce qu'ils ont de grandes inquiétudes pour leur enfant et donc ils continuent en fait à entretenir des liens intéressants
ou à entretenir une relation, alors que si il n'y avait pas ce problème, peut-être que la famille aurait éclaté. Donc voilà, ça va être donc nécessaire de poser plein de questions. Ah, famille actuelle, famille d'origine, la famille intérieure éventuellement si vous travaillez avec ça, le travail, parce que ça explique énormément de choses. Ensuite, il y aura l'étape de formuler à nouveau des hypothèses en fonction de la connaissance de tout le système. OK? Est-ce que c'est une pseudophobie? Est-ce que c'est une phobie simple? Est-ce que c'est une phobie complexe? Et à quoi elle est liée cette fois-ci? Et donc, ici, un petit exemple clinique d'une patiente de 26 ans que j'ai appelée Justine. Et elle a un problème d'agoraphobie. Et en fait, en questionnant tous les systèmes, c'est-à-dire famille, système d'origine, etc., eh bien, je me rends compte qu'en fait, elle a honte de son apparence, elle ne se sent pas assez intéressante et elle a une grande peur de la violence, en fait. Pourquoi? Je ne l'ai pas mis ici, mais parce que son père est très violent verbalement, assez despotique, tyrannique et voilà, beaucoup de violence dans la famille. Le père vis-à-vis de la mère est très violent, mais la mère ne quitte pas le père. Eh bien, les bénéfices secondaires que Justine trouve à sa difficulté, ben, c'est de ne pas avoir à se confronter à ses peurs profondes, en fait. Ses peurs profondes, la honte sur son apparence, ne pas être assez intéressante et la peur de la violence, autrement dit, l'idée que le monde est menaçant. Donc, en restant à la maison, elle évite de se confronter à ses difficultés et à ses peurs profondes. Pour le système, c'est-à-dire pour toute la famille, le fait que Justine reste à la maison, eh bien, elle soutient sa mère qui, du coup, a moins de risques de quitter son mari et peut rester donc dans une situation où le système continue à entretenir les mêmes difficultés, mais au moins des difficultés connues. Alors, les plans de traitement par rapport à une phobie simple, euh, moi je fais simplement au départ une safe place et puis je travaille en désensibilisation. Alors, la désensibilisation, c'est un protocole qui existe sous hypnose et qui existe également sans hypnose. Je vous parlerai de ce protocole. La phobie complexe, eh bien là, je vais travailler au départ en EMDR et je vais soit m'attaquer au trauma directement, soit à la phobie. Je vous expliquerai comment. Je vais également travailler en hypnose, en accompagnement, en thérapie et en IFS parce qu'une phobie complexe, ben, ça ne se soigne pas en deux coups d'hypnose. Alors, pour la phobie simple, la désensibilisation progressive, je vous explique le protocole pour ceux qui ne le connaissent pas, mais sinon vous le trouvez, hein. Ah, donc, on va d'abord essayer de créer une belle safe place et d'aller chercher une ressource, hein, une ressource surtout de calme, d'apaisement, vous voyez, l'inverse du stress, puisqu'en fait, la phobie, c'est un niveau de stress qui augmente, donc on a besoin d'apaisement et de calme. Et ensuite, on va passer aux étapes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, de la désensibilisation progressive. Ça se fait comment? On va lister en fait toutes les situations phobiques, de la moins stressante à la plus stressante. Donc, ok, vous avez peur des araignées, les petites, les grandes, c'est la même chose? Non, il y a une différence, ok. Plus petite, c'est moins que plus grande, oui. Une araignée qui se trouve dans la même pièce que vous, c'est moins, c'est plus que si elle se trouve à l'extérieur de la maison. Enfin, vous voyez, vous allez lister tout ça par rapport à chaque situation, ben vous allez, sous hypnose, amener la personne à se confronter à la situation phobique. Vous allez évaluer son niveau de stress au moment de la confrontation. Et puis, vous allez lui demander, et maintenant, tu fais venir ta ressource de calme, d'apaisement, et vous allez suggérer un retour au calme
en présence de la situation phobique. C'est important de garder la personne dans la situation qui lui pose problème, évidemment, puisque l'idée, c'est pas d'amener du calme de manière générale, c'est vraiment d'arriver à désensibiliser la situation problème. On passe, une fois que c'est accompli, à la situation suivante par ordre de gravité. Et bon, bah, ça prend 1 séance, 2 séances, 10 séances, ça dépend un petit peu combien de temps prennent chaque étape de désensibilisation. Pour la phobie complexe, mon outil privilégié, c'est le MDR, hein. Évidemment, vous avez compris une fois que j'ai tout questionné. Si le trauma source est disponible et que le patient est OK d'aller travailler directement sur le trauma source, ben, on va installer une safe place, c'est toujours intéressant. Et puis, on va travailler en EMDR sur le trauma. Bon, là, il faut évidemment connaître le protocole EMDR, hein, c'est pas l'objet de ce challenge, hein, donc on va travailler sur tous les aspects du trauma, émotions, sensations, croyances, on va désensibiliser et on va retraiter. Là aussi, plusieurs séances sont souvent nécessaires parce que moi, je fais pas plus de 20 minutes de MDR par séance. C'est fatigant, c'est confrontant, c'est énergétiquement, et, enfin, pour l'énergie de la personne, c'est difficile, hein, donc voilà. Et je garde des séances très rapprochées quand je commence le travail en EMDR. Si par contre le trauma source n'est pas disponible, c'est-à-dire que la personne a oublié ou n'est pas consciente qu'il y a un trauma forcément, ça arrive souvent, hein, alors on va travailler avec le même protocole EMDR, cette fois-ci sur la phobie. C'est-à-dire, imaginez un moment où vous devez vous rendre à l'école, ce genre de matin, où c'est difficile pour vous de vous rendre à l'école et je veux que vous vous mettiez dans cette situation. Cette situation où votre phobie est présente. Et je vais travailler de la même façon que sur le trauma, en désensibilisant émotions, sensations, croyances. Et ce qu'il se passe souvent, pas toujours, c'est que pendant que je travaille sur la phobie, le trauma revient en mémoire. Un exemple, un jeune homme qui avait une phobie de vomir et pour autant j'avais interrogé le jeune homme et sa maman et aucun des deux ne reliait en fait cette phobie à un quelconque trauma. Quand j'ai commencé à travailler en EMDR sur la phobie, ben, le trauma est revenu. Et en fait, c'est un trauma qui n'avait même pas de lien direct avec la phobie, hein. Il faut comprendre que c'est pas des liens directs, c'est pas d'une évidence limpide. Et peu importe. Mais à ce moment-là, si le trauma revient, je vais demander à la personne si elle est OK de travailler directement à ce moment-là sur le trauma et non plus sur la phobie. Ensuite, ben, on peut passer à l'hypnose ou pendant, ou on peut mixer les deux, ou on va faire l'une ou l'autre en fonction de ce que l'on découvre à chaque séance. Le travail en hypnose, pour moi, ça va être par exemple une visualisation d'objectifs, hein, incarner le nouveau soi, c'est-à-dire le soi qui n'a plus cette phobie. Une autre étape du travail en hypnose que je fais, mais vraiment dans tous les accompagnements, ça va être travailler avec l'enfant blessé, puisque s'il y a une phobie, enfin une phobie complexe, s'il y a un trauma complexe, le trauma complexe, en fait, c'est une accumulation de blessures. C'est, par exemple, euh, des enfants qui auraient été ou se seraient sentis négligés ou pas suffisamment aimés ou pas suffisamment valorisés. C'est un trauma complexe. D'accord? Un trauma simple, c'est un événement précis dans le temps. Un trauma complexe, c'est une accumulation de petits événements qui, les uns séparés des autres, peuvent sembler sans gravité, mais qui à un moment creusent une blessure chez une personne. Et donc, forcément, quand il y a ça, ben, il y a une blessure. Et donc, on va travailler la blessure. Une autre étape de travail, ça va être aussi travail avec les parties. La partie qui a peur et la partie qui juge celle qui a peur d'avoir peur ou la partie qui veut se libérer de la peur.
Ça, c'est aussi un type de travail qu'on peut faire en hypnose. Éventuellement, une séance de guérison des liens avec les peurs. Guérir les liens avec les peurs, ben, c'est ce que certains appellent la séance de rupture des liens. Moi, je ne travaille pas en rupture de liens, je parle de guérison des liens, c'est-à-dire transformer les liens avec une personne, mais aussi je peux transformer les liens avec certaines émotions, avec certaines situations. Et donc ça, c'est aussi une méthode, enfin, un type de séance que j'utilise assez facilement. Au niveau du travail thérapeutique, ben là, on va travailler sur tout ce qui est schéma inadapté et sur les fonctions du symptôme. Donc, pour travailler sur les schémas inadaptés, ben, il y a des moments où je vais pas faire d'hypnose, où je vais pas faire de MDR et où je vais poser des questions, aider la personne à faire des liens, explorer toutes ces relations précoces, en tout cas celles qui ont posé problème. Au niveau du style d'attachement, je vais lui faire prendre conscience que, au niveau de son style d'attachement, il y a quelque chose qui est, non pas par sa faute, mais qui a été mal installé au départ, que la sécurité intérieure n'est pas suffisante, que donc on va devoir travailler cette sécurité intérieure. Au niveau des blessures également, s'il y a vraiment des personnes qui ont vécu le sentiment qu'elles n'avaient pas suffisamment de valeur, ben, on va devoir retravailler toute cette valeur. Voilà, tout ça, c'est vraiment comprendre ce qui m'a blessé, quelles sont les émotions et les besoins inaccomplis qui en découlent et pouvoir réparer ça, en fait. Et pas uniquement par le travail hypnose, mais aussi par tout ce qui est lien et changement thérapeutique. Donc, le but de tout ça, c'est de mettre en place des nouvelles stratégies afin de changer véritablement sa vision de soi et du monde. C'est ce qu'on appelle en thérapie, en systémique, un changement de type 2. Un changement de type 2, c'est vraiment changer de paradigme, c'est-à-dire toute ma vision de moi, changer l'idée que je n'ai pas suffisamment de valeur pour obtenir de l'affection, par exemple. Ça, c'est un changement de type 2. Un changement de type 1, c'est un changement au niveau uniquement du comportement. Et les systémiciens, dont Erickson, ont compris très très tôt que ce n'était pas suffisant. Parce que avec un changement de comportement, eh bien, soit ça tient pas dans le temps, en tout cas quand le problème est profond. Je ne vous parle pas ici d'une phobie simple, hein, d'accord? Une phobie complexe, souvent, c'est lié à des problèmes profonds. Et donc, à ce moment-là, changer uniquement le comportement euh, ou désensibiliser la phobie ne suffit pas, parce que ça touche vraiment à des mécanismes profonds de rapport avec soi et de rapport avec le monde. Et donc, aussi, comme il y a des bénéfices à fonctionner de cette manière-là, eh bien, la personne va devoir retravailler ses bénéfices et trouver des manières plus adaptées d'obtenir le même bénéfice. Et en bénéfice, je parle attention, compassion, bienveillance, affection de la part de mon entourage. D'accord? Alors, par rapport à l'IFS, ceux qui travaillent avec l'IFS, eh bien, ça va être repérer le self, et ça, c'est vraiment très puissant. Je vais demander également à la personne de faire des exercices à domicile pour repérer ce self. Ensuite, une fois que le self est bien repéré, une fois que le self reprend quand même une certaine place dans la vie de l'individu, eh bien, je vais demander au self d'aller rencontrer chaque partie séparément en commençant par les parties qui posent problème actuellement. Dans le cas d'une phobie, c'est un pompier dans ce modèle-là. Ensuite, le self va également rencontrer tous les managers et seulement après, il va entrer en contact avec les blessés. Tout ça dans un but de reparentage ou en tout cas de guérison des parties et pour amener à harmoniser ces différentes parties entre elles. Voilà. Alors, je vais agrandir mon écran. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas super bien. Je vous ai fait ici un petit récap en
Non, ça marche pas. Je vous ai fait donc sur cette dernière diapositive un petit récap en... Non, hmm, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Est-ce que comme ça fonctionne? Est-ce que vous le voyez, le mind map? Ouais? Si je le fais trop, il se rétrécit. Bon, je crois qu'ici, c'est le maximum que je puisse atteindre. Donc, phobie, questionnement. Questionnement me permet de savoir si c'est angoisse de morcellement. Là, c'est psychose. Objet précis, on est sur une phobie simple. Et donc, l'étape 1, pour moi, c'est la safe place. L'étape 2, c'est la désensibilisation progressive. Phobie complexe, c'est dans le cas d'un objet plus vaste. C'est souvent déterminé par un trauma, un ou plusieurs traumas sous-jacents. Soit le souvenir traumatique est disponible, on va travailler en safe place, puis en EMDR, soit le souvenir traumatique est indisponible, on va travailler en safe place, puis en EMDR. Si le trauma revient pendant le MDR, eh bien, on travaille directement en EMDR sur le trauma. Et puis, ici, cette étape que moi j'ajoute, que j'appelle l'étape de la thérapie, ben, en réalité, je l'ajoute également dans le cas d'un souvenir traumatique. Parce que les traumas, oui, le MDR fonctionne très bien, clairement. Maintenant, souvent, ça suffit pas. Et donc, voilà, moi j'aime bien avoir toutes ces cartes-là à ma disposition, la thérapie, l'hypnose, explorer les schémas, avoir l'IFS également, et voilà, proposer un accompagnement le plus complet possible, parce que sinon, une phobie complexe, c'est assez résistant. Voilà, j'arrête mon partage, on a un tout petit peu dépassé l'heure. Je ne sais pas si c'était clair. Est-ce que c'était suffisamment clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous apporte des pistes? Voilà, je suis désolée si certaines personnes pouvaient peut-être s'attendre à un protocole bien, bien ficelé sur on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Et en même temps, j'ai essayé d'être le plus à la fois complète, mais aussi le plus clair possible et le plus pragmatique possible. Les TCC, c'est équivalent à l'IFS. En fait, l'IFS est une forme de thérapie systémique, mais dans les TCC, il y a d'autres modèles qui fonctionnent très très bien hein, pour évaluer les schémas. Et on parle à ce moment-là, par exemple, de tout ce qui est thérapie des schémas. Il y a le modèle de Jeffrey Young sur la thérapie des schémas. Il y a pas mal de modèles. Après, on n'a pas besoin en fait de connaître les noms des schémas. Donc, par exemple, le modèle des 5 blessures n'est absolument pas suffisant. Mais par contre, dans les modèles vraiment de compréhension des schémas, il y a des modèles très intéressants. Il y a l'IFS, il y a la thérapie des schémas, il y a analyse transactionnelle, je connais pas assez, honnêtement. Euh, il y a les ego states. Mais je crois que ça fait partie de l'analyse transactionnelle. L'ancienneté du trauma a-t-elle un impact dans l'aide que nous pouvons apporter? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, il faut déterminer de savoir si le problème qui existe aujourd'hui est la face émergée d'un schéma qui, lui, existe depuis toujours. Et si le schéma, il existe depuis toujours, ben, c'est rêver de penser qu'on peut le désactiver en quelques séances d'hypnose. Moi, j'adore l'hypnose et j'utilise beaucoup l'hypnose. Mais ça vient pas tout seul à bout d'un schéma. Je parle en tout cas de la technique hypnose. Sauf, enfin voilà, c'est l'hypnothérapie à ce moment-là. C'est-à-dire une thérapie mélangée à de l'hypnose peut amener effectivement du changement, quoi, sur des schémas très profonds. Le vertige ou plutôt la peur du vide est-elle qualifiée de phobie simple pour toi? Alors celle-là, je ne sais pas me prononcer. C'est vraiment, c'est très très, c'est en questionnant que vous allez pouvoir vous prononcer, en fait. Il y a des phobies comme ça, c'est difficile de dire.
Par exemple, si la phobie du vide, c'est un truc qui s'explique pas, la personne monte sur une chaise, elle a déjà les jambes qui flageolent, on est sur plutôt une phobie simple. Si par contre, il y a cette idée que le vide, c'est vertigineux, que ça donne l'impression d'un vide en soi, etc., bon, ben là, on est sur quelque chose de plus complexe. En général, les phobies complexes, c'est des phobies en lien, en fait, avec le regard d'autrui. C'est tout ce qui est phobie plutôt sociale. Pour le travail thérapeutique, amener un changement de type 2, quelle méthode tu utilises? Ouais. Ben, écoutez, je vais sortir bientôt une formation sur tout ce qui est questionnement, et en fait, c'est ça, moi, c'est le questionnement. Mais le questionnement, pas c'est qui s'est occupé, c'est tout le questionnement systémique, en fait, qui amène le changement de type 2. Voilà. Euh, Après, vous pouvez lire, hein, il y a plein de choses qu'on peut lire sur le changement de type 2, par exemple les bouquins de Paul Václavic. En fait, surtout les précurseurs de la thérapie brève ou de la thérapie systémique. D'ailleurs, on confond souvent thérapie brève et thérapie courte, mais en fait, thérapie brève, c'est de la thérapie systémique, en fait. Sauf que, elle est stratégique. Voilà. Il y a plusieurs écoles dans la thérapie systémique. Et donc, ce qu'on veut dire par thérapie brève, c'est pour dire qu'en fait, on va s'intéresser aux problèmes d'aujourd'hui au départ, pour régler le aujourd'hui, et pas explorer en long et en large le passé pour le plaisir d'explorer le passé. Donc ça, c'est pas le regard des systémiciens. Systémique, on n'est pas en psychanalyse, on n'a pas besoin, en fait, de passer 10 ans sur le fauteuil, en fait, sur le divan, pardon. En fait, on veut aller mieux aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. Et pour ça, on a besoin de comprendre tous les liens, dans beaucoup de cas en tout cas, sauf vraiment pour certaines problématiques parfois très très simples. Comme je vous ai dit, une phobie simple, c'est simple. C'est simple, ça se travaille très très vite en hypnose. Voilà, bon, bah, je vous dis à demain. N'hésitez pas si... la thérapie des schémas peut remplacer l'IFS. Oui, hein, la thérapie des schémas, elle travaille très 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 bien, hein. Un suivi post-traitement du trauma peut aider à réguler les émotions du patient s'il se retrouve dans une situation à risque, comme le harcèlement. Ah là, j'ai pas compris la question. Tu peux la poser tout haut, hein, si tu veux, Joseph. Ceux qui doivent s'en aller, pouvez vous en aller, c'est juste parce que je voulais répondre quand même à cette question-là, mais j'ai pas bien compris. Donc la thérapie des schémas, ça marche très bien, c'est super, c'est vraiment très efficace, mais moi, en fait, c'est dans les TCC de la deuxième vague, hein, même de la troisième vague, c'est-à-dire les TCC qui incluent également les émotions. En fait, en TCC, avant, ils travaillaient, c'est issu de la thérapie comportementale, en fait, hein, donc un behaviorisme. Avant, ils travaillaient juste sur les comportements, c'est-à-dire le symptôme visible. Mais en fait, ils ont bien compris que non, ça suffit pas. Il faut travailler sur bah, les schémas, justement, donc les émotions et les croyances, en fait. Voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe Hypnosanté, hein, je regarderai pour y répondre. Vous allez recevoir le replay et bah, à demain pour celles et ceux qui peuvent être là. Je crois que demain, c'est dépendance affective. Salut, au revoir.